de remplissage au cours du sepsis. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à vous déclarer. Alors, quand on parle de sepsis et recommandations, forcément, on se tourne vers la Surviving Sepsis Campaign pour voir ce qu'on nous recommande d'utiliser. On nous indique qu'il ne faut pas utiliser les hydroxythilamidons. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a un peu de nouveauté aujourd'hui. Et c'est des recommandations fortes avec des niveaux de preuve assez élevés, puisque effectivement, vous savez que plusieurs études dans le sepsis ont montré une toxicité rénale, ont montré plus d'hémorragie chez les patients septiques avec des hydroxythilamidons et une surmortalité. Et donc, vous savez que depuis 2013, il y a des conditions d'utilisation très strictes qui avaient été indiquées, puisque les produits n'avaient pas été retirés du marché en 2013, considérant que les malades au bloc opératoire allaient mourir, ou les chocs hémorragiques allaient mourir, si on n'avait plus l'hydroxythilamidon pour les remplir. L'actualité est celle-là. L'Agence européenne a de nouveau demandé à ce que ces produits soient retirés du marché. Vous voyez que ça date d'il y a une quinzaine de jours. Et l'argumentaire est l'observation des pratiques, puisque l'Agence européenne avait demandé à ce qu'il y ait un suivi des conditions d'utilisation des produits. Ça a été fait dans 11 pays membres. Et vous voyez que les recommandations d'usage ne sont pas respectées dans 3/4 des cas, que les contre-indications ne sont pas respectées, et que du coup, l'estimation du nombre de patients qui seraient exposés au risque des hydroxythiamidons pour l'Union européenne, ça serait jusqu'à 1 million par an. Et donc, cette demande de la pharmacovigilance de l'Agence européenne devait être étudiée lors d'un meeting où tous les pays membres étaient représentés, et j'ai cru comprendre, ce n'est pas encore officiel, mais que les produits allaient être définitivement retirés du marché. Alors, on nous recommande d'utiliser des cristalloïdes, des recommandations fortes, d'évidence modérée. La question, c'est de savoir quels cristalloïdes nous pourrions utiliser dans le sepsis. Les cristalloïdes, on les décrit par leur concentration en chlore et par leur concentration en sel, c'est-à-dire leur tonicité. Alors, les concentrations en chlore des cristalloïdes, effectivement, elles sont assez différentes d'un produit à l'autre. Notre sérum physiologique n'a rien de physiologique, puisque vous voyez qu'il contient 154 millimoles de chlore, ce qui est beaucoup plus élevé que la concentration du plasma, qui est aux alentours de 100 millimoles par litre. Si on veut diminuer la concentration en chlore, il va falloir remplacer le chlore par une autre charge négative, c'est-à-dire le lactate dans les solutions de Ringer lactate et l'acétate dans les solutions de Ringer acétate. Et vous voyez que la solution qui a une concentration en chlore la plus proche du plasma, c'est le plasmalite, c'est-à-dire un Ringer acétate. Il faut faire attention aussi au fait que l'osmolarité des différents cristalloïdes n'est pas la même, et il faut faire attention pour les solutions de Ringer, parce qu'entre les fabricants, vous voyez que les osmolarités sont très variables, et il y a des solutions qui sont très finalement hypotoniques. Alors pourquoi le chlore serait un problème? Eh bien parce que l'hyperchlorémie a été associée à pas mal d'effets secondaires décrits, mais c'est au jour d'aujourd'hui des associations. Et le plus inquiétant et le plus décrit est l'insuffisance rénale. Pourquoi le chlore, l'hyperchlorémie, donnerait de l'insuffisance rénale? Ça serait par le biais d'une vasoconstriction, puisque si au niveau tubulaire distal, on a une charge chlorée importante qui arrive dans la lumière tubulaire, du fait du cotransporteur Na2ClK, il va se produire ce qu'on appelle le réflexe tubulo-glomérulaire avec une vasoconstriction de l'artériole afférente et donc un risque de baisse du débit de filtration glomérulaire. C'est ça l'hypothèse physiopathologique qui n'est pas totalement délirante. L'étude qui avait soulevé la question d'insuffisance rénale liée à l'utilisation de solutés riches en chlore, c'est cette étude publiée dans le JAMA il y a quelques années, faite en Australie,
où les réanimateurs avaient décidé d'arrêter d'utiliser les solutions riches en chlore pour le remplissage vasculaire, mais également pour toutes les perfusions administrées aux malades. Et ils avaient regardé l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë avant et après avoir arrêté d'utiliser les cristalloïdes riches en chlore. Ils avaient observé une baisse massive de l'insuffisance rénale aiguë, quasiment divisée par 2, et même après ajustement, c'est une étude de cohorte, même après ajustement sur les autres facteurs de risque, ils observaient moins d'insuffisance rénale aiguë dans la période où les solutés riches en chlore n'étaient plus utilisés. À partir de cette époque, on a donc commencé à s'intéresser à l'hyperchlorémie et à l'insuffisance rénale. Et on a des études, celle-ci qui est très très régulièrement citée, qui ont essayé d'explorer les conséquences de l'hyperchlorémie sur la perfusion rénale. Ce sont des volontaires sains à qui on administre 1 litre de solucé riche en chlore ou pauvre en chlore et on leur mesure la perfusion corticale à l'IRM. C'est très chic. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que la perfusion corticale à l'IRM est meilleure quand ils reçoivent le soluté pauvre en chlore. Vous avez ici les chlorémies de ces sujets sains. Et vous voyez qu'effectivement, la chlorémie est plus élevée chez les sujets qui reçoivent le soluté riche en chlore, mais il y a 2 millimoles de différence. Donc 2 millimoles de chlorémie de différence auraient un impact significatif sur la perfusion rénale. J'ai un peu de mal à y croire. Mais bon, en tous les cas, c'est une étude qui existe et qui est régulièrement citée pour la toxicité du chlore sur la perfusion rénale. Alors, quand on regarde d'autres études, probablement un peu mieux faites, par une équipe qui maîtrise bien le rat septique, c'est l'équipe de Pierre Asfar. Le rat septique, on le remplit avec un soluté riche en chlore, du sérum physiologique ou un ringer acétate. Effectivement, quand on perfuse un soluté riche en chlore, là, on obtient vraiment une hyperchlorémie. Vous voyez que c'est 117 versus 104. Là, ce n'est pas 2 millimoles de différence. Et on regarde la perfusion corticale rénale entre les deux groupes. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Et la fonction rénale de ces animaux, il n'y a aucune différence retrouvée. Bon, donc, ce n'est pas sûr et certain que le chlore arrive à faire de la vasoconstriction rénale. Le problème, quand on regarde la littérature, c'est que toutes les études de cohorte qui ont regardé l'impact de l'hyperchlorémie, de l'augmentation du chlore ou de l'utilisation de solutés riches en chlore au cours du sepsis, toutes ces études rapportent des effets néfastes. C'est 100%. On peut se demander quand même s'il n'y a pas un petit biais de publication. Et puis avec des effets sur la mortalité ou sur l'insuffisance rénale et qui sont assez incroyables. Des mortalités multipliées par 2, par 3, des insuffisances rénales multipliées aussi par des chiffres assez impressionnants. Alors je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse d'un peu plus près. Je vous montre juste la dernière, publiée, dont le titre nous dit « L'hyperchlorémie est associée à une augmentation du risque d'insuffisance rénale chez les patients en sepsis sévère ou en choc septique ». On compare des patients qui vont développer l'hyperchlorémie à ceux qui ne la développent pas. Regardez les mortalités des chocs septiques, 6%, 1%. Moi, je ne sais pas comment sont les chocs septiques au Canada, où ils sont très très forts, mais on n'a pas forcément les mêmes malades. Regardez les insuffisances rénales aiguës, 85% des patients en choc septique qui ont une hyperchlorémie font de l'insuffisance rénale aiguë, 85% d'insuffisance rénale aiguë, 6% de mortalité. Je ne sais pas très bien ce que veut dire cette étude. Alors, on a des données quand même un peu plus solides, qui ne sont pas spécifiques au sepsis. C'est l'étude SPLIT, que vous connaissez tous, l'étude australienne et néo-zélandaise, qui a comparé là en randomisé l'utilisation d'un ringer acétate versus du sérum physiologique pour le remplissage, mais pas que, pour toutes les perfusions des patients de réanimation tout venant. On est en Australie, pas en France. Vous avez ici les caractéristiques des patients qui sont finalement des patients pas graves du tout. C'est essentiellement du post-opératoire, de la chirurgie programmée. Vous voyez qu'il y a 4% de patients septiques, donc vraiment des populations de patients pas graves.
Sur les critères de jugement, aucune différence. Le critère principal de jugement, c'était l'insuffisance rénale, mais ils ont regardé aussi les autres effets secondaires rapportés dans la littérature. Pas plus de mortalité, pas plus d'hémorragie, pas plus d'épuration extra-rénale. La question qu'on se pose avec les résultats de cette étude, c'est est-ce que les patients ont vraiment été exposés au risque? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas mesuré la chlorémie des patients, donc on ne sait pas s'ils ont eu une hyperchlorémie. Et surtout, comme c'est des patients pas graves, vous avez ici les volumes de fluide administré, c'est tous les volumes, hein, pas que le remplissage. Vous voyez que c'est un peu plus d'1 litre par jour le premier jour, et après on est même à moins d'1 litre, tout fluide. Bon. Donc, il y a deux questions qui restent pour moi non résolues. C'est est-ce que le chlore est dangereux? Et surtout, et aussi, est-ce que l'acétate qui était utilisé dans cette étude est safe pour le remplissage, alors que quand on l'utilisait pour l'épuration extra-rénale, on considérait que c'était très dangereux. C'est tellement dangereux que ça a été retiré, que ça viendrait à l'esprit d'aucun d'entre vous de faire de la dialyse ou d'hémofiltration à l'acétate, parce que c'est vasodilatateurs et inotropes négatifs. Et donc chez les patients graves, en état de choc, c'est-à-dire pas les patients de l'étude SPLIT, moi je ne sais pas si l'acétate serait bien toléré. Concernant la concentration de sel, on avait voulu tester avec Pierre Asfar et Peter Adamarer l'utilisation d'un cristalloïde un peu hypertonique de 3%, puisqu'on avait beaucoup de données expérimentales et un peu cliniques sur des effets hémodynamiques favorables, des effets immunomodulateurs aussi potentiellement intéressants chez les patients sceptiques. Vous avez ici les résultats de l'étude Hyper-2S, où on n'avait pas pu montrer de bénéfice à l'utilisation d'un soluté hypertonique, voire même, vous voyez que les courbes de survie allaient un peu à l'inverse de l'hypothèse, donc pas d'intérêt à un soluté salé hypertonique chez ces patients sceptiques. L'intérêt de l'étude Hyper-2S, c'est qu'on a utilisé des solutés très riches en chlore. Et on a induit des hyperchlorémies, plus dans le groupe hypertonique que isotonique. L'hyperchlorémie, elle est habituellement définie par une chlorémie supérieure à 110. Vous voyez qu'il y en a même 40% dans le groupe hypertonique. Et donc, on a voulu voir s'il y avait une association avec le pronostic et les effets secondaires décrits. C'est ce qu'on avait montré à la SRLF l'année dernière, au congrès. Et vous voyez qu'entre les patients qui n'ont pas d'hyperchlorémie ou qui ont une hyperchlorémie, on n'avait pas retrouvé d'association ni avec la mortalité, ni avec l'insuffisance rénale, ni avec l'acquisition d'infection, ni avec les hémorragies et les transfusions. La survie de Sepsis Campaign nous suggère qu'on pourrait utiliser de l'albumine en association avec les cristalloïdes quand un volume substantiel de cristalloïdes est nécessaire. Faible recommandation, faible qualité. Et effectivement, je suis un peu étonnée de cette recommandation, puisqu'il n'y a aucune étude qui ait testé l'albumine dans cette indication en association avec des cristalloïdes. Alors, la Suzeraine Sepsis Campaign se base sur des résultats de méta-analyse. Pour moi, les méta-analyses sur l'albumine, c'est assez incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'on y met tout et n'importe quoi. Surtout, on mélange tout. Concernant l'indication de l'albumine, c'est l'albumine qui est utilisée pour le remplissage, qui est utilisée pour corriger une hypoalbuminémie, pas pour le remplissage. Il y a même de l'albumine utilisée en association avec du Lexix pour dépléter les patients. Bon, tout est mélangé et donc c'est quand même assez difficile de se faire une idée. La seule étude qui ait testé l'albumine à 4% comme soluté de remplissage à la phase aiguë, c'est l'étude SAFE, mais ce n'est pas l'albumine en plus des cristalloïdes, hein, c'est l'albumine à la place des cristalloïdes, où donc les deux bras, c'était albumine 4%, sérum salé isotonique. C'était tous les patients de réanimation, mais avec des sous-groupes définis a priori, dont les sepsis sévères. Vous voyez qu'il y avait à peu près 1200 patients de cette étude qui avaient un sepsis sévère et qui recevaient soit de l'albumine, soit du sérum salé isotonique en remplissage. Et il y avait une tendance, effectivement, à une meilleure survie dans le groupe albumine. Les auteurs ont fait une analyse a posteriori pour ajuster la mortalité sur les autres paramètres, puisque les deux groupes n'étaient pas strictement comparables, et la meilleure survie des patients qui recevaient l'albumine persistait après ajustement. Ça fait juste 14 ans qu'on attend d'études de confirmation qui n'a jamais été refaite. Albumine, 4% à la phase aiguë d'un état de choc pour le remplissage. En conclusion, eh bien pour moi, il y a deux solutés de remplissage
à utiliser au cours du sepsis, du NaCl, du sérum physiologique, qui n'est pas physiologique, ou du Ringer lactate, mais attention aux cérébrolésés parce que c'est quand même hypotonique, et je ne conclurai pas qu'il faut utiliser de l'albumine, et encore moins du Ringer acétate. Merci.